Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'assister donc à ce deuxième cours d'introduction en sciences cognitives, et particulièrement là en neurosciences cognitives. Ça nous fait super plaisir de voir que vous êtes aussi nombreux donc à continuer à nous suivre. Donc tout d'abord, François et moi, donc c'est un petit peu notre premier cours. On va vraiment, c'est un peu la première fois qu'on enseigne, donc essayer d'être un petit peu indulgent sur notre pédagogie, mais évidemment, ce qu'on disait juste avant, tout retour positif comme négatif est véritablement le bienvenu, tout feedback est le bienvenu. D'un point de vue plus purement pédagogie du cours, on a vu qu'en fait, il y avait une très grande diversité dans les étudiants. Il y a aussi bien des gens en licence que des gens en master, des gens qui sont par exemple en économie, en écologie, à la FEMIS par exemple, qui est une école de cinéma, que des gens en physique ou des médecins. Du coup, pour un petit peu mettre tout le monde d'accord, on a essayé de reprendre vraiment depuis les bases. Donc, des fois, ça pourra vous paraître un peu lent, mais on a essayé de faire quelque chose de suffisamment large pour que ça plaise à tout le monde. Voilà. Hop. Donc ça, c'est notre compte YouTube. Donc toutes les vidéos seront postées environ, enfin dès qu'on peut le poser, hein, ça va dépendre un petit peu du retour qu'on a de la direction. Mais dès qu'on peut le mettre, on le mettra et toute vidéo enregistrée sera postée, puis il n'y a pas de problème. Voilà. Donc avant de commencer, on voulait vous faire un petit test. Si vous pouviez si vous pouvez cliquer sur ce lien, je ne sais pas si vous pouvez ou le coder ou je ne sais pas si c'est accessible pour vous. François, tu veux dire un truc? Tu peux peut-être le mettre dans les commentaires. Ou alors attends, je vais aller chercher. Ouais. Bah attends, je l'ai là. Attends. Je l'ai pas là en fait, j'ai dit une bêtise. Une seconde. Tu peux la remettre? Oui, attends, une seconde. Ah mince, merde, j'ai lancé les anciennes slides, comment c'est possible? Hop, t'inquiète, je la mets. Voilà. Donc là, vous avez le pool, a priori, vous pouvez y accéder. C'est juste du coup un petit peu savoir pour vous qu'est-ce que c'est les neurosciences cognitives. Et voilà, si vous pouvez du coup nous dire rapide en un mot, du coup pour vous qu'est-ce que c'est. Je sais pas si vous y avez accès. C'est un peu un test, c'est un peu un crash test pour les futurs cours. On voit si les cours interactifs ça marche ou si ça marche pas. François, je t'ai perdu. François? Oui? Ouais, en un mot. Si en un seul mot, ouais, cliquez sur le lien et essayez de mettre du coup en un seul mot ce que c'est pour vous. Juste voir si ça, Ou en juste deux? pour voir ouais, en deux, en trois, enfin, pour vous rapidement ce que c'est quoi. Parce qu'en fait, après ça va s'afficher, donc c'est un petit peu pour voir ce que pour vous, ça va s'afficher là en fait. Je sais pas si vous voyez ma souris, mais ça va s'afficher là pour nous. Ça marche ou pas? Waouh, c'est bon, là, le truc. Études cognitives, ouais. Études comportement cérébral, ouais. Humain. Tu peux Base mettre les réponses cérébrale. dans tes cours, hein. Ouais, je sais pas si vous voyez bien, vous, ce C'est que... petit un peu. Hop, vous voyez mieux là ou pas? C'est mieux déjà, ouais. Ouais, cool. Hop, full screen. Parce que c'est pas beau ça. Donc voilà. Ah cool, ok. Bah, c'est un peu pour nous aussi voir ce que c'est que, bah, pour vous, qu'est-ce que c'est que les neurosciences. Et puis voilà. Donc effectivement, on va effectivement parler d'un peu de tout ça, hein, toutes ces petites notions de comportement, de fonctionnement du cerveau, de contexte, je sais pas à quoi c'était rapproché, mais s'y était, les notions d'expérimentation, tout ça, on va en parler, l'apprentissage. Effectivement, on va parler un petit peu de plasticité, on va parler un petit peu de ce genre de choses, les systèmes, la neuroatomie, on va en faire un petit peu. Toutes ces choses-là, on va effectivement les aborder. Merci beaucoup pour vos retours. Bah, déjà, c'est cool de savoir que ça fonctionne et ça veut dire qu'on pourra faire des cours un peu plus interactifs maintenant qu'on sait que ça fonctionne, c'est vraiment chouette. Par contre, j'arrive pas à quitter. Voilà, maintenant j'arrive à quitter. Ok, cool. Donc,
sur la pédagogie du cours en lui-même. Comme je disais tout à l'heure, posez s'il vous plaît toutes les questions que vous voulez. Il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise question. Si vous vous posez une question, c'est que il y a une réponse qu'on doit vous apporter. C'est à nous de la donner. Et parce qu'on peut pas deviner, j'essaie de faire au mieux et François aussi pour que ce soit le plus clair possible. Mais s'il y a un truc qui est pas clair, s'il vous plaît, dites-le nous. Et en fait, donc je sais pas si, donc j'imagine que aussi, que vous voyez bien. Donc là, en fait, je sais pas si vous voyez ma souris ou pas, que je sache si je peux pointer. Ouais, cool. Alors là, ce que vous voyez, c'est qu'en fait, là, il y a le plan qui va être affiché pendant tout le cours. Donc on va commencer par une rapide introduction. Il y aura ensuite toutes les notions de spécialisation fonctionnelle qui est très très importante en neurosciences, puis le neurone en lui-même qui va donner lieu à un développement un peu long, mais nécessaire à notre sens. Puis la notion de réseau qui découle directement de la notion de neurone et quelques méthodes. On abordera l'électroencéphalographie, l'imagerie et la résonance magnétique, donc l'EEG, l'IRM et la stimulation intracrânienne profonde, qui sont respectivement des techniques qu'on utilise au quotidien, François et moi. Chaque point correspond à une grosse slide. En gris, celles qui sont abordées, celles qui seront abordées, qui ont été abordées, et en blanc, celle qui est actuellement en train d'être abordée. Quand vous voyez ce genre d'image ici, donc là vous avez le numéro de la slide, c'est pour vous, comme ça vous pouvez noter s'il y a un truc que vous n'avez pas eu le temps de noter ou s'il manque quelque chose, vous avez ça. Si vous voulez nous poser des questions, nous dire ouais, est-ce que tu peux revenir slide 43 s'il te plaît, il y a un truc que j'ai pas compris. On revient à slide 43 et c'est clair pour tout le monde. Ça c'est simplement lors d'une publication, les papiers, le journal dans lequel la publication a été faite et l'année de publication. Donc quand je dis qu'on va reprendre les bases, on reprend les bases. Ça c'est quoi? Ça c'est un cerveau. Et en fait, il y a déjà de l'information hyper intéressante. C'est un cerveau humain. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on voit surtout une espèce des circonvolutions, tous ces plis là. Bah, le mot scientifique est compliqué pour dire que c'est tout fripé. C'est circonvolution. Et en fait, ça sert à augmenter la surface du cerveau pour qu'il y ait une plus grande surface possible, pour qu'on ait plus de neurones possibles fonctionnels. En fait, cette notion de circonvolution, elle est absolument pas universelle au vivant. Par exemple, ça, c'est un cerveau de souris. Ce cerveau de souris, il est complètement lisse, il est dit lisiforme. Donc on voit ici, donc là on a le cervelet, on a le tronc cérébral ici de la souris, le bulbe olfactif qui est juste là. Et donc ça, c'est un cerveau lisse. La souris n'est pas du tout la seule à avoir un cerveau lisse, comme l'être humain n'est pas le seul à avoir un cerveau circonvolué. Donc on peut voir également que la taille est extrêmement variable et que la souris c'est quand même tout petit, là où l'être humain a un très gros cerveau, notamment caractérisé par un lobe frontal et préfrontal très développé. On va aussi avoir quelques petites idées reçues sur cette slide-là, et notamment cette notion de... en fait, on a des neurones partout. Tout notre corps, en fait, partout dans notre corps, il y a des neurones. Il n'y a pas des neurones que dans le cerveau. Quand vous avez chaud, quand vous avez froid, quand vous avez mal, tout ça, c'est de l'information neurale. Tout ça, c'est des choses qui font que il y a une information périphérique. Donc, par exemple, le bout du doigt, c'est la périphérie du cerveau et de la moelle épinière. Donc, on a le système nerveux central, cerveau, moelle épinière, qu'on peut voir cerveau, moelle épinière, et le périphérique. Et ben, quand on va se brûler le doigt, on va avoir l'information qui va remonter au cerveau et qui va redescendre de retirer notre main. Donc, on a vraiment des neurones partout dans notre corps. Ensuite, je voulais aborder autre chose qui était que le cerveau, ça flotte pas. Il y a plein de gens, enfin souvent on m'a dit qu'est-ce qui se passe le cerveau? Ok, on a la boîte crânienne, donc on a un cerveau, mais entre les deux, qu'est-ce qui se passe? Et parfois il y a un peu une notion de Mars Attack là, avec ces cerveaux qui flottent. Alors c'est absolument pas ça. Le cerveau, il est maintenu dans la boîte crânienne, il bouge pas. Très très peu. Et donc on peut voir ici qu'on a l'os, on peut voir ici qu'on a le cerveau. Et en fait, on a 3 couches qui sont collées, qui relient le cerveau en lui-même à l'os. Donc on va avoir la pie-mère, qui est une couche extrêmement fine et qui va tapisser tout le cerveau, les circonvolutions, etc., rentrer dans les plis. On va avoir la dure-mère, qui elle est collée à l'os et dans laquelle voilà, on peut avoir du lectif cérébrospinal, etc., mais ça va surtout être collé à l'os, et c'est une couche relativement dure. Et entre les deux,
on va avoir ce qu'on appelle l'arachnoïde. Pourquoi? Simplement parce que ça ressemble à une toile d'araignée. Et ça fait le lien donc entre l'épimère et la dure mère. Et c'est là qu'on va retrouver le liquide cérébrospinal, anciennement appelé céphalorachidien. Donc le vrai mot, si vous voulez faire scientifique, c'est cérébrospinal. Et en fait, dans l'arachnoïde, on va aussi retrouver des vaisseaux sanguins, donc qu'on peut voir ici. Rapidement, on voit, on y reviendra dans la suite, mais le cerveau, il est organisé donc une notion avec des trucs qui sont des structures périphériques, superficielles qu'on appelle le cortex, et des structures profondes qu'on appelle les structures sous-corticales, donc sous le cortex. C'est aussi simple que ça. À peu près pour tout ce qui est matière blanche, matière grise, on y reviendra plus tard. Ensuite, il y a aussi un truc qui est hyper intéressant, qui est qu'en fait, ok, le cerveau nous permet de nous donner une information sur le corps, notamment la douleur, mais le cerveau n'a pas en lui-même d'information sur lui-même. C'est-à-dire que le cerveau va traiter l'information de douleur, mais on ne peut pas faire mal au cerveau. Et c'est pour ça que, par exemple, pendant une neurochirurgie, on peut faire une anesthésie locale. Sur cette image que je trouve super fun, on voit quand même quelqu'un qui est actuellement en train de subir une neurochirurgie et en même temps il joue de la guitare. Donc, il joue de la gratte pendant une neurochirurgie. Bon, il se trouve que c'est une expérience de musicologie, mais c'est bien pour vous dire que on peut opérer le cerveau sans pour autant avoir une quelconque conséquence directe sur la personne. Voilà. Enfin, visible, évidemment. Donc là, on rentre vraiment dans le grand 1. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, parce qu'on avait dit qu'on regardait un petit peu rapide. Pas trop de questions. Bon, j'ai pas vu qu'il y en avait. Non, il n'y a pas de question en fait. Ok, parfait. Bon, si quelqu'un veut poser une question maintenant, Ouais, hésitez pas. faut laisser. Du coup, une notion de spécialisation fonctionnelle. En fait, pendant très longtemps, aujourd'hui, on nous dit que le cerveau, dedans, peut coder les émotions, peut coder des humeurs, peut coder plein de choses, mais c'était absolument pas un consensus, c'était absolument pas quelque chose qui était universellement admis, même il y a 2 siècles. C'est-à-dire que pendant très longtemps, c'était exclusif. On allouait des fonctions motrices au cerveau. Et il y a un truc qui est super sympa à regarder, qui est assez parlant, qui est très vrai, qui est la notion d'homonculus moteur et homonculus somatosensoriel. Donc en fait, là, vous allez voir, ici, on a la partie motrice, l'homonculus moteur, il est juste là. Donc en fait, là, vous pouvez voir le cerveau, le cortex, avec ses circonvolutions, et chaque partie du corps, en fait, la taille du membre donne la précision motrice de ses membres. Donc, par exemple, la main est très développée ici parce que le nombre d'unités motrices est extrêmement développé. Il y a beaucoup d'unités motrices. Pareil, pour le cortex somatosensoriel, le nombre de récepteurs sensoriels est très élevé pour les lèvres, par exemple, et beaucoup moins pour un bout de l'épaule, quoi. Voilà. Et en fait, on se retrouve avec d'autres fonctions qui sont directement encodées dans le cerveau, comme par exemple l'aire de Broca qui est allouée à la parole. Broca, c'est un médecin français du 19e siècle qui a découvert qu'il y avait chez certains de ses patients des troubles de la parole. Il y avait des patients qui faisaient tant, et ne pouvaient rien dire d'autre. Ils comprenaient extrêmement bien tout ce qu'on leur disait, mais ils étaient incapables de répondre. Ils avaient également un trouble de l'écriture. Ça a mené à ce qu'on appelait l'aphasie de Broca. Une aphasie, c'est une affection neurologique caractérisée par une perturbation de l'expression ou de la compréhension du langage parlé et écrite suite à une lésion du cortex cérébral. Définition du Larousse. Attention, une petite image un peu trash. Voici un des premiers cerveaux avec une lésion. Voilà, on voit bien qu'il y a un trou au niveau de l'aire de Broca. Et comme le dit l'aphasie, c'est une expression du langage, ce qu'on appelle une aphasie de Broca, soit une aphasie de Wernicke, une expression de compréhension. Donc là, on peut voir ici où est l'aire de Broca et ici où est l'aire de Wernicke. Et donc, cette notion, comme je disais, pendant très longtemps, on avait l'impression que le cerveau ne codait que pour des choses très mécaniques, comme l'expression orale. Bon, effectivement, la compréhension de la parole, la compréhension des sons, c'est pas du tout mécanique, hein, c'est très cognitif, mais
au 19e siècle, on pouvait expliquer ça par des pistons ou je sais pas quoi, et ça pouvait rester avec des trucs complètement ad hoc, mais ça pouvait rester à peu près mécanique, quoi. Vous comprenez l'idée. Et en fait, il y a eu un truc dont je voudrais vous parler, ça a fait beaucoup parler pendant un siècle, c'était quasiment, enfin, beaucoup de gens parlaient, et en fait, je vais m'en servir pour vous expliquer un petit peu des grands principes en sciences expérimentales. Donc la phrénologie, c'est dont je vais vous parler. Spoiler alert, la phrénologie, c'est une pseudoscience, c'est absolument pas vrai, et ça a mené à d'énormes dérives et avec des tentatives de légitimisation du racisme, ce genre de choses, c'était complètement dramatique. Mais ça a habité une partie de la médecine pendant très longtemps, et donc je pensais intéressant d'un petit peu vous en parler. En quoi ça consiste? Ça a été théorisé au XIXe siècle par Franz Joseph Gall, et ça reposait sur plusieurs théories, plusieurs aspects. Donc on avait notamment l'hypothèse de lien entre le comportement et matière cérébrale. On peut dire qu'à l'époque, effectivement, c'était relativement nouveau comme idée, le fait que le cerveau ne code pas que les trucs complètement moteurs. Effectivement, pourquoi pas, c'est une idée relativement intéressante. Là où il s'est complètement vautré, où c'était absolument pas vrai, c'est qu'il disait qu'il y avait un encodage biologique des valeurs, de la morale, etc. Donc par exemple, il allait dire que les voleurs avaient une zone de l'appât du gain beaucoup plus développée. Les prostituées avaient une zone de l'appétence sexuelle beaucoup plus développée, ce qui est complètement faux. Et en plus, il disait également que plus un comportement est présent, plus la zone cérébrale correspondante est grosse. C'est également erroné. Hein. C'est pas parce que vous avez une zone cérébrale très développée que la fonction allouée est également développée. Typiquement, voilà. Et ensuite, il disait également qu'il y avait des zones, ces protubérances nerveuses provoquaient des protubérances osseuses observables à l'œil nu. Alors, c'est pas vrai non plus. Hein. Le cerveau se développe jusqu'à l'âge de 20-25 ans. Autant vous dire que l'os, il est déjà bien posé à 20-25 ans et que ça va pas du tout se développer, que c'est absolument pas observable et c'est complètement erroné. Et c'était complètement erroné. Sur un petit peu une notion de plasticité, par exemple, on disait, par exemple, il disait que plus un comportement était présent, plus la zone cérébrale était développée. On sait, par exemple, aujourd'hui que la mort neuronale est extrêmement importante dans le bon fonctionnement du cerveau, notamment dans les jeunes années de la vie. Et d'ailleurs, une absence de mort neuronale dans les périodes où il faut qu'il y ait une grande mort neuronale peut amener à des pathologies type du spectre des troubles autistiques. Et en fait, la phrénologie est une pseudoscience notamment parce que ça ne respectait pas deux grands principes. C'était ni réfutable, ni parcimonieux. Réfutable, en quelques mots, ça veut juste dire qu'une méthode doit permettre de poser un certain nombre d'hypothèses et doit permettre de les tester. Sauf qu'en fait, la phrénologie, quand on disait oui, mais attendez, mais le voleur, là, la zone d'appât du gain était absolument pas développée. Ils vont dire oui, mais c'est parce qu'en fait, leur zone qui était allouée à l'honnêteté était complètement sous-développée, et du coup, ça marchait absolument pas. Bref, c'était complètement ad hoc, il n'y avait aucun moyen de falsifier leurs hypothèses, donc c'était complètement erroné. Et la parcimonie, c'est un mot compliqué pour juste dire qu'une théorie repose sur un ensemble limité de propositions. Si vous voulez un petit peu plus d'informations sur comment on fait de la psychologie expérimentale et sur quoi ça repose, je vous recommande vivement ce livre qui s'appelle Les méthodes en psychologie de Grégoire Bors et Arnaud Cachia. On nous l'a recommandé en licence 3 et en master 1 de neurosciences cognitives, et il apporte énormément d'éléments. Bref, si vous avez un truc à... Ouais, François? Ouais, non, je te coupe juste. Il y avait juste une ou deux questions. Ouais. Alors, il y en avait une très simple, c'était de savoir ce qu'il y a de vrai dans cette théorie, dans la phrénologie, enfin ce qu'elle apporte, quoi. Mais je pense que Alors, ce qu'elle ça. apporte, ce qu'elle apporte, c'est un petit peu ce qu'il y a en vert, là. C'est cette hypothèse de lien entre comportement, des choses non motrices, si vous voulez, et le comportement, et le cerveau. Mais ça s'arrête là. Hein, vraiment, le reste, je sais pas, voilà, moi, j'ai un truc là, j'ai des éléments de neurophysiologie d'ici, là, de phrénologie ici, c'est que c'est des zones qui vont être allouées à la religion, par exemple, enfin, des trucs complètement farfelus. Et en ça, c'est complètement erroné. Mais l'idée qu'il y a une spécialisation fonctionnelle pour des choses autres que motrices était relativement intéressante. Cool. Il y a autre chose? Ouais, il y avait une autre question de Talia, je sais pas si elle veut te la poser directement. Ouais, Euh, je sais pas. on va attendre 2 secondes, sinon je la poserai. Oui, je veux bien. Bonjour. Hello. Bonjour.
Du coup, la question c'était est-ce qu'une personne qui a son aire de Wernicke atteinte, euh, est-ce qu'elle peut parler et lire du coup? Parce que, enfin, Ouais, techniquement, je me dirais qu'il y aurait un petit problème. ouais. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que les personnes qui ont t'as complètement raison. C'est hyper pertinent parce qu'effectivement, on se dit, mais comment est-ce qu'ils font pour formuler un truc s'ils comprennent même pas ce qu'ils disent? Et en fait, ils sont capables de formuler des mots, contrairement à des gens qui ont des lésions dans l'aire de Broca, où ils vont être capables de dire uniquement certaines syllabes, c'est très restreint. Mais les personnes qui ont des lésions dans l'aire de Wernicke vont être capables de produire des mots, mais en général, ça va être incohérent. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question. D'accord. Et c'est plutôt, pardon, c'est plutôt quelque chose qui aurait lieu à partir de la naissance ou quelque chose après un accident? Là, tous les cas que j'ai pu observer, c'est vraiment au niveau, c'est après accident. Après, si tu nais avec ces aires-là atteintes, il y a fort à penser qu'il puisse y avoir des troubles à venir plus tard. Mais après, comme une plasticité cérébrale relativement forte, j'avoue que je ne veux pas m'avancer sur ce sujet-là vis-à-vis de la naissance. A posteriori, genre à 20 ans, tu as une lésion de l'aire de Broca, tu vas avoir des problèmes à parler. Si tu l'as dès la naissance, faudrait voir des études sur la longueur pour savoir. D'accord. Merci. Voilà. Il y avait d'autres trucs, François? Oui, il y avait une question, je pense que c'était en rapport avec la phrénologie, mais j'ai pas bien compris à quoi ça s'adressait directement. C'était d'Anatole. Peut-être que Anatole, tu veux poser ta question? Ouais, du coup, c'est bon, ça a été répondu. C'était juste sur le fait que tu disais que si on perd pas un certain nombre de neurones, ça peut mener à des pathologies comme l'autisme. Ouais. Et je voulais juste savoir si c'était enfin, le nom c'était élagage synaptique, voilà, c'est tout. C'était quoi? Élagage synaptique, mais on m'a répondu dans le chat. Ok, super. Parfait. Ouais, d'ailleurs, si vous voulez vous répondre entre vous, n'hésitez absolument pas. De toute façon, il y a François pour fact-checker si jamais il y a quoi que ce soit. Mais vraiment, l'idée, c'est d'être interactif, hein, donc n'hésitez absolument pas à échanger. Ouais, Si je j'ai répondu propose à qu'on tout, je vais, continue et puis comme ça, s'il y a d'autres questions plus tard, on pourra ouais, les poser. on enchaîne. Ouais, s'il y a un truc à retenir sur cette slide, c'est que la phrénologie, c'est faux, c'est une pseudoscience. Voilà. Alors, on va parler de mon cas préféré. Moi, personnellement, c'est le cas qui m'a fait rentrer en neurosciences. Donc, j'adore ce cas, il est extrêmement intéressant. Bref, on se situe Hop, on se situe en 1848 dans le Vermont aux USA. Le Vermont, vous voyez, c'est un État du nord-est des États-Unis. Vraisemblablement, ils ont un automne canadien. Et en fait, c'est une époque, en 1848, on faisait plein de chemins de fer. Et sur ces chemins de fer, le problème, c'est que le Vermont, vous voyez également que c'est relativement vallonné. Et de fait, il fallait aplanir un petit peu ça pour faire passer les trains. Et pour ça, on avait besoin de contremaîtres sur des chantiers. Phineas Gage était contremaître sur un chantier de chemin de fer et son job c'était notamment de vérifier que la poudre était bien tassée avant de faire péter de grosses pierres qui étaient sur le chemin là où il devait y avoir le chemin de fer. Il était décrit en 1848, à l'été 48 pour être précis, il était décrit comme étant aimable, affable, très apprécié de ses collègues, il était promu des promotions, extrêmement compétent, il était marié, etc. Le problème, c'est que un jour, il devait tasser en fait la poudre à canon, et pour tasser ça, on a besoin d'une baramine. Une baramine, c'est un truc qui pèse plusieurs kilos, qui fait à peu près 1 mètre de longueur, qui est extrêmement aiguisé à son bout. Et un jour, en fait, pour protéger la poudre, on met du plâtre sur le dessus. Et un jour, il y a quelqu'un, on ne sait pas si c'est lui, un ouvrier, on ne sait pas. Quelqu'un n'a pas mis le plâtre, donc il a tapé sur la poudre. Ça a explosé, la baramine lui a traversé la tronche. Bref, ça lui a éclaté la zone ventromédiale de l'oeuf frontal. Mais le truc hyper surprenant, voilà, explosion, le truc hyper surprenant, c'est qu'il a survécu. Il a survécu à l'infection, il a survécu à la lésion, il a survécu à tout ça. Et ce qui était dingue, c'est qu'en fait, il n'avait pas de troubles intellectuels. Ça fonctionnait plutôt bien. Mais là, j'ai trouvé donc un rapport qui date de 1668 où le docteur Harloff, qui était son médecin, a décrit 20 ans plus tard comment il était. Donc, on peut lire, il était d'humeur changeante.
irrévérencieux, proférant parfois les plus grossiers jurons, ce qu'il ne faisait jamais auparavant, ne manifestant que peu de respect pour ses amis, supportant difficilement les contraintes ou les conseils lorsqu'il venait à entraver ses désirs, s'obstinant parfois de façon persistante, cependant capricieux et inconstant, formant quantité de projets aussitôt abandonnés dès que arrêtés. Gage était décrit par ses amis comme n'étant plus Gage. Gage n'était plus Gage. C'est un truc qui revient fréquemment sur sa description. Donc on le voit grossir, etc. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que ses capacités intellectuelles étaient intactes. Il n'était pas moins intelligent qu'avant, quoi. C'est juste la personnalité qui était plus pareille. Il avait une habileté de l'humeur. Et en fait, il a fini comme incapable de finir une tâche. Il s'est fait renvoyer, il s'est fait larguer, il a divorcé, il a eu un comportement hyper particulier, il était collectionneur. Hein. Il se séparait absolument plus de sa baramine. Il a développé un amour inconditionnel pour les animaux, ce qu'il n'avait absolument pas avant. Il a fini sans emploi, alcoolique et comme bête de cirque. Il a fini par mourir d'alcoolisme dans les bas-fonds de San Francisco. Comment on sait tout ça et qu'est-ce que ça nous apprend en fait, Phineas Gage? Tout ça, on le sait grâce à un livre qui s'appelle L'erreur de Descartes, qui est écrit par Damasio dans les années 90 et où ils ont reconstruit la lésion. Donc là, on voit la baramine qui traverse et ici les zones endommagées du cerveau. Pour le fun fact, le tome 2 s'appelle Spinoza avait raison. Mais du coup, voilà. Le cerveau semble être le siège de quelque chose d'un petit peu plus métaphysique, quelque chose qui n'est pas vraiment matériel, comme la personnalité, ce genre de choses. Donc on a envie de penser que le cerveau est le siège de choses comme ça. Mais foncièrement parlant, qu'est-ce que ça nous apprend? Parce que là, vous pourriez très bien me répondre, ok, super, mais c'est un cas en 1848 avec le rapport d'un médecin qui a été fait 20 ans après. Qu'est-ce que ça nous apprend? Et vous aurez raison de poser la question parce que le cas de Phineas Gage, finalement, nous apprend pas grand-chose. Mais ça, Damasio le savait. Et Damasio, en fait, il a fait une étude avec Béchara. Et d'ailleurs, si vous voulez, le papier est actuellement en ligne. On vous a mis le lien. Je vais vous l'ouvrir maintenant. Où est-ce qu'il est? Non, c'est pas ça. Ouais, c'est là. Donc, mon drive, hop. Donc là, c'est dans neurosciences cognitives, Béchara. Donc là, on va un petit peu regarder qu'est-ce qu'un papier, comment c'est construit, etc. Donc là, on peut voir en fait qu'on a le titre du papier, on a son année de publication et le journal dans lequel il a été publié, l'ordre des auteurs. Je précise l'ordre parce que par exemple en économie, c'est par ordre alphabétique. En sciences expérimentales, notamment en sciences cognitives, les plus importants, c'est les premiers auteurs et les derniers auteurs. L'ordre, il y a vraiment une hiérarchie. L'abstract va nous permettre d'identifier, c'est un petit résumé, c'est un peu un synopsis, si vous voulez, de l'article. L'introduction qui fait un petit peu un résumé de ce qui a été fait juste avant l'article et comment on arrive aux conclusions de l'article. Le matériel et méthode. Matériel et méthode, c'est très important, notamment en sciences expérimentales, parce que ça s'avère nécessaire pour reproduire l'expérience. Techniquement, les matériels et méthodes sont censés être suffisamment bons pour que moi, si jamais demain j'ai envie de reproduire le design expérimental, c'est-à-dire refaire exactement l'expérience, avec leur papier, je suis censé pouvoir le faire sans avoir à leur demander. C'est très important pour ce qu'avait évoqué Geoffrey au premier cours, qui était la reproductibilité. Le fait que il n'y ait pas de biais, on ne trouve pas ce qu'on trouve parce que c'est cet expérimentateur-là. Donc là, on va voir les résultats. Voilà, les résultats sont un petit peu plus développés ici, on va y venir. Les graphes, on va analyser celui-là en particulier, et la discussion. Les discussions, c'est un petit peu plus une analyse un petit peu plus poussée de ce qui a été dit dans le papier, et surtout ça va ouvrir des portes sur, voilà, nous on pense que c'est ça, voici à quoi ça pourrait mener, voici les pistes que nous on aimerait explorer, ça pourrait être ci ou ça, et c'est un peu des disclaimers aussi, la discussion. Et après, vous avez donc toutes leurs références. Voilà. Si on revient ici, donc dans l'intro, on déclare en fait qu'on va avoir, en fait, on avait des patients EVR-like. En fait, EVR, c'est le nom d'un patient, parce qu'on n'a pas le droit de donner le nom des patients. Phineas Gage, c'est un cas hyper particulier. De manière générale, on donne juste des initiales, mais de manière générale, on les donne pas. Et donc là, on avait un patient qu'on a appelé EVR, et qui en fait avait une lésion frontale, où en fait, il est décrit comme étant
voilà, il avait des démarches dans la zone ventromédiale de lobe frontal, comme Phineas Gage, avec une déficience sévère de la capacité à prendre des décisions dans un contexte réel, mais avec des capacités intellectuelles très conservées. Et voilà. Et en fait, dans cette expérience-là, on va avoir 6 patients qui ont une lésion extrêmement similaire, et on va avoir 44 participants contrôle. Il y a des participants qui n'ont absolument rien, mais on va tester l'expérience, quoi. Donc là, ce sont les résultats. Alors, ce que là, vous avez les ordonnées, l'axe également appelé axe Y, c'est la tâche expérimentale, autant pour moi. Tâche expérimentale, c'est une tâche hyper connue. En fait, on avait 4 paquets de cartes. Il y avait un paquet A, un paquet B, un paquet C, un paquet D. Les paquets A et chaque carte, dans chacun des paquets, donnait de l'argent, mais il pouvait y avoir des malus. C'est-à-dire que si vous tirez une carte, vous pouvez gagner 100 €, mais en perdre 25, par exemple. C'est un petit peu l'idée. Et en fait, il y avait des paquets qui étaient bien, des paquets qui étaient moins bons, mais sur le long terme. C'est-à-dire que paquet A et B, en moyenne, vous donnaient 100 €. Mais lorsqu'on regardait tout le paquet, en moyenne, il vous faisait gagner, disons, 1000 €, mais vous en faisait perdre sur la longue durée 1250. Donc, vous étiez déficitaire sur le paquet A ou B. Paquet C et D, vous aviez moins, vous aviez 25 € par exemple, mais vous aviez aussi moins de pertes. Si bien que le gain à la fin de l'expérience, si vous aviez pris que dans le paquet C ou D, vous aviez un gain moyen de 250 €. Donc en fait, on s'attend à ce que les participants se rendent compte un petit peu de quel paquet est le bon, quel est le mauvais, et choisissent les bons paquets. Et en fait, on va se rendre compte ici que là, en fait, en l'axe des ordonnées, comme je disais, c'est le nombre de cartes tirées dans le bon paquet moins le nombre de cartes tirées dans le mauvais paquet. Donc on se rend compte que là, on a un nombre positif, donc il y a eu largement plus de cartes des bons paquets qui ont été tirées par les contrôles qu'on a ici. Et là, on a négatif, donc il y a plus de cartes qui ont été prises dans les mauvais paquets chez les patients EVR-like, donc EVR ou type EVR. Peut-être que, est-ce que dans les commentaires, vous pouvez me dire, parce que moi, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez, ce que vous avez trouvé, pourquoi est-ce qu'on a dans le contrôle des brain damage, des participants qui ont des lésions au cerveau, mais qui sont pas avec les EVR. Est-ce que vous savez un peu pourquoi on a ces patients-là en contrôle? Est-ce que vous avez un avis? Même quelqu'un, je sais pas, peut raise la hand, je sais pas. Est-ce que vous avez un avis ou pas du tout? J'attends 5 secondes. Non, pas trop? L'idée, c'est qu'en fait, c'est dans les contrôles parce que ça nous permet de vérifier que le comportement atypique de nos EVR, de nos EVR types, n'est pas dû à une lésion du cerveau. C'est dû à cette lésion du cerveau-là. Ah, je vois qu'il va voir qu'il y a un truc. Voilà, exactement. Tu as tout à fait raison, Anatole. C'est pour vérifier que c'est bien la lésion, ce type de lésion frontale qui provoque ça. Et pas une autre lésion, genre une lésion du lobe pariétal, ça provoque pas ça. Et voilà, ça me permet de prouver ça. Donc en fait, on va arriver, les résultats qu'ils ont obtenus, c'était des patients procédaient, en fait, ils étaient capables de nous rapporter le fait que les paquets A et B étaient moins bons, mais ils étaient capables de tirer les cartes et de dire ouais, effectivement, c'est pas le bon paquet. Mais ils étaient absolument incapables de changer de paquet. C'est pour ça qu'en fait, dans la discussion, vous pourrez lire, hein, le papier est dans le drive, il dit que ces patients procèdent et peuvent accéder aux connaissances nécessaires pour rejeter les options au scénario futur, comme le ferait un participant sain. Mais leur déficience semble se situer au niveau de la capacité à agir sur ces connaissances. C'est le fait de capacité à agir sur des connaissances qu'on a déjà. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, ça veut dire que le lobe frontal aurait donc ce type de rôle. Il n'y a évidemment pas que ça. Déjà extrêmement, ça nous apprend déjà beaucoup. C'est complètement différent des paradigmes qu'on a pu voir précédemment. Et plus précisément dans ce papier, ils vont notamment chercher à mettre en évidence que le fait que le comportement est basé sur des valeurs, basé sur les conséquences des actions. Ils vont mettre en place un petit peu une théorie de prise de décision basée entre autres sur les émotions. Voilà un petit peu pour ce papier-là. Voici une division du cerveau, un petit peu à quoi ça ressemble. Donc on voit, j'ai pas mis
le fonctionnement de toutes les aires. Parce qu'en fait, déjà c'est pas trop mon domaine. Moi, à quoi c'est exactement le lobe temporal, je sais pas trop. Je vous ai mis le cervelet parce que j'ai retrouvé un cours qui était hyper précis sur ce à quoi ça servait. Mais voilà. Et donc en fait, le lobe, on va le diviser anatomiquement, fonctionnellement plutôt, pardon, en un lobe frontal qui est devant, un lobe pariétal, un lobe occipital, bon effectivement qui est plutôt généralement alloué à des fonctions visuelles, un lobe pariétal qui est plutôt alloué à des fonctions associatives, donc mettre en lien des apports sensoriels, et un lobe temporal. Et donc un cervelet qui est donc lié dans l'équilibre, la coordination, le contrôle de l'exécution du mouvement, la planification, l'exécution de séquences motrices complexes, ce genre de choses. Voilà, mais après je vous ai pas non plus décrit à quoi ça servait précisément parce que il n'y a pas vraiment de une zone, une fonction, c'est extrêmement interconnecté, on va y venir et on va le voir. Mais voilà, donc je ne voulais pas figer cette notion de lobe frontal sert à ça. On va voir que c'est un petit peu plus complexe que ça dans les slides qui viennent. On pourrait également, si on veut séquencer le cerveau, diviser le cerveau en aires, on peut le faire de manière cytologique, c'est-à-dire en fonction de l'anatomie, du type de cellules qu'on va trouver et de leur disposition, comment elles sont. Par exemple, dans l'aire 4 que je pointe ici, on a plutôt le même type de cellules et plutôt orienté de la même manière. Pareil pour l'aire 47, l'aire 10, etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle les aires de Brodmann. Si vous faites de la psycho, de la neuro, des sciences cognitives, vous en entendrez régulièrement parler. Comme je le disais tout à l'heure, on a donc le cortex, qui est la partie superficielle du cerveau, mais on a également les structures sous-corticales. C'est un mot compliqué pour dire que c'est dedans le cerveau. On a le cortex et c'est sous le cortex, et qu'on appelle donc les ganglions de la base, et qui elles-mêmes sont associées à un très grand nombre de fonctionnements différents. Par exemple, Parkinson est lié au ganglion de la base, c'est un trouble moteur, mais un petit peu cognitif. On va avoir Huntington, qui va, comme je disais dans le cours précédent, qui va avoir des implications sociales et langagières. On va avoir les troubles obsessionnels compulsifs, qui est complètement cognitif, un petit peu dans la compulsion et dans des pensées invasives. Et tout ça se situe dans cette structure sous-corticale. Donc pareil, résumer ganglion de la base à certaines fonctions, c'est un petit peu aventureux. Donc c'est pour ça que j'ai pas écrit. Mais ouais. Avant que tu continues, si tu pouvais juste revenir à la slide précédente, je voudrais juste faire un tout petit commentaire assez rapide, juste pour dire que c'est vrai que le cerveau, c'est pas toujours facile de déterminer exactement quelle zone fait quoi, et qu'en fait, on se rend de plus en plus compte qu'il y a pas mal de fonctions qui sont réalisées par des réseaux un peu partout dans le cerveau, mais on peut quand même lier certaines fonctions à certaines zones, et d'ailleurs, on en parlera dans certains cours plus tard. Donc, ne vous étonnez pas, on ne se contredit pas à ce niveau-là, mais Elliot a aussi raison que c'est pas aussi clair que ça. Et aussi, il y avait Thibaut qui avait une question qui était intéressante sur la slide précédente, je pense. Et je propose qu'il la pose rapidement, si ça ne le dérange pas. Sinon, je peux la poser pour toi, Thibaut, comme tu préfères. Bonjour, en fait, c'est Maria qui est en coloc avec Thibaut. Ah, d'accord. Maria. Et du coup, je demandais juste par rapport à ce que tu disais du contrôle sur le brain damage, que c'est pour vérifier que justement, c'est pas une autre lésion qui causerait ça ou une lésion random. Et vu que j'imagine que tous les sujets de cette catégorie ont des lésions différentes, est-ce que parfois il y a des papiers qui mettent tous les points de mesure pour vérifier que effectivement c'est pas que la moyenne qui est comme ça et qu'on n'a pas caché entre guillemets un sujet qui aurait le même comportement que EVR dans cette catégorie brain damage, mais on le passe sous la table en mode ouais, mais ça se voit pas, la moyenne c'est comme ça. C'est pas très clair. C'est super. Ouais, non, c'est concrètement, ouais, c'est une fraude, quoi, concrètement. Si jamais ils ont pas. Genre, évidemment, genre, en principe, les scientifiques ils sont gentils, ils font pas ça, mais tu vois, dans. Ouais, bah là, pour le coup, je me souviens plus du détail des résultats, mais ce serait plus pratique là, la représentation graphique ne permet pas de savoir s'il y a des outsiders, s'il y a des gens qui font complètement n'importe quoi. Mais a priori, ouais, c'est contrôlé, et puis de manière assez générale, c'est contrôlé, parce que justement, c'est que si jamais on a un patient qui a le même comportement qu'un EVR ou un EVR-like, alors qu'il a une lésion dans le lobe temporal, sensiblement, ça veut dire que notre contrôle, il y a une implication de suite. Et ne pas le mentionner, c'est une fraude. Enfin, c'est une fraude, quoi. Parce que c'est hyper intéressant du coup. Mais là, a priori, de mon souvenir, non. Et puis d'ailleurs, étant donné la littérature postérieure à ce papier, ça me surprendrait beaucoup qu'ils aient caché quoi que ce soit, quoi.
Et après, petit commentaire en logique, si même c'était le cas, c'est pas très grave parce que de toute façon, on peut quand même voir qu'il y a une vraie différence entre les deux catégories et que même s'il y a un patient qui est entre les deux, si on fait cette moyenne, on ressort quand même quelque chose. Et quelque part, ce patient qui serait dans cette catégorie-là, il aurait décru la performance de cette catégorie et ça aurait été dans l'inverse de nos hypothèses. Enfin non, dans Ouais, le mais je sens suis de pas nos d'accord. hypothèses. Ouais, mais comme disait Maria, il peut y avoir plusieurs types de lésions, c'est jamais exactement les mêmes, et déjà la comparabilité entre EVR et EVR-like peut être contestée, on peut en discuter, et du coup, sensiblement, sur d'autres brain damage, ce serait intéressant de regarder, par exemple, s'ils ont tous la même lésion, ou s'il y a différents types de lésions, et même un outsider si tout le monde avait la même lésion, ce serait hyper intéressant de regarder si jamais quelque chose, ça resterait informatif sur un fonctionnement. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Et après, ce que tu as dit juste avant, je sais pas s'il n'y a pas d'autres questions, mais sur les fonctionnalités, sur des aires allouées à des fonctionnements, tu as complètement raison. Et d'ailleurs, j'allais en parler juste après, parce que la question que j'allais me poser, c'est OK, super, le cerveau a un fonctionnement qui a l'air relativement localisé, pas que, mais notamment localisé, mais est-ce qu'on est les seuls? Parce qu'on a vu que les cerveaux sont très différents d'une espèce à l'autre. Et est-ce que, par exemple, les oiseaux ont une spécialisation fonctionnelle? Et il y a des gens qui se sont posé la question. Ils ont fait un truc que j'ai trouvé super drôle. C'est qu'en fait, ils ont refroidi le cerveau de l'oiseau. C'est quoi la conséquence? Eh ben, c'est qu'en fait, ça ne va absolument pas toucher à la physiologie du neurone. Le neurone va fonctionner pareil. Il va juste être plus lent. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont refroidi une zone du cerveau qui s'appelle HVC et RA qui est en cause dans la production vocale des oiseaux. Et spoiler, ça ralentit le chant de l'oiseau. Et la structure grammaticale du chant était la même parce que oui, il y a il y a une notion de grammaire dans les chants des oiseaux, mais en fait, les oiseaux chantaient pareil mais au ralenti. Donc si on rentre un petit peu, donc c'est le Longenfi 2009 et il est toujours, il est lui aussi sur le Drive. Donc ils ont implanté dans les deux zones rouges qu'on voit ici, HVC et RA, qui sont donc en cause dans la vocalisation. Ça c'est un scanner de l'oiseau. Donc on voit ici ses vertèbres, on voit ici le cerveau, l'œil, ainsi c'est le petit capuchon qu'on lui met sur la tête pour protéger la lésion. Donc évidemment, du coup, il souffre pas, puisque comme on a vu tout à l'heure, on souffre, le cerveau ne ressent pas de douleur. Donc effectivement, il a eu un peu mal quand on a fait le trou, mais une fois ça cicatrisé, une fois vous vous êtes écorché, que ça a cicatrisé, vous avez plus mal, lui c'est pareil. Et comment ça fonctionne? C'est la slide juste avant, donc c'est Person Boujaki en 2020. C'est qu'en fait, on va juste avoir une barre en métal qui rentre dans le cerveau, un isolant autour de la barre en métal, de la glace. Et en fait, par conductance, le bout de la barre en métal est aussi froide que le début, ou à peu près, et ça va refroidir la zone qu'on vise. Je vous invite à le lire, d'ailleurs, ce papier, il est hyper intéressant. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé, donc là on voit les structures syllabiques, donc une syllabe, les onset, c'est-à-dire le début entre chaque syllabe, et un motif, c'est plusieurs syllabes ensemble. Est-ce que le début de plusieurs motifs a également changé? On se rend compte que plus la température là en abscisse diminue, donc plus on va vers la gauche, plus c'est froid, plus on va vers la droite, plus c'est chaud. Plus la température diminue, plus il y a une dilatation donc de ces structures, plus le temps augmente si vous préférez. Donc effectivement, lorsqu'on refroidit HVC, donc si on refroidit la physiologie des neurones dans HVC, on va ralentir la production langagière des oiseaux. Et en fait, on s'est dit ouais, on va également aller sur RA parce que RA c'est aussi une zone qui est en cause dans la production du langage, et on se rend compte que là, ça a l'air aussi, en fait, de plus on refroidit, plus il y a un impact sur la production du langage. Sauf qu'en fait, quand on corrige, en fait, on s'est rendu compte, les chercheurs se sont rendus compte que c'est tout petit, un cerveau d'oiseau, hein, c'est pas plus grand que ça, enfin cet oiseau-là en l'occurrence, et en fait, quand on refroidissait cette zone du cerveau, ça refroidissait aussi HVC. Et si on corrigeait la température dans HVC, on se retrouvait ici en E avec une absence de modification de la production de la parole, de la production des vocalisations chez les oiseaux. Et donc ici, c'est intéressant parce que ça donne un rôle
causal, c'est pas corrélationnel, hein, c'est causal. Cette structure est responsable de ça. Donc un rôle causal de HVC dans la dimension temporelle du champ des oiseaux dans cette espèce, du champ des oiseaux dans cette espèce. On va pas aller beaucoup plus loin dans l'analyse de ce papier parce que ça demande en fait, si on veut vraiment rentrer dans le détail, des connaissances en linguistique et en neurophysiologie un peu plus poussées. Mais si ça vous intéresse, envoyez-nous un mail parce qu'on n'a pas encore fini le cours 11 sur animaux et sciences cognitives. Donc si vous voulez qu'on en parle un peu plus, ce serait avec plaisir qu'on vous en parlera dans ce cours-là. François, des questions? Parce qu'après, je passe à autre chose. Oui, je pense qu'il faut un peu avancer, mais il y avait une question de Nathalie sur l'effet du refroidissement d'un point de vue physiologique. Ouais, bah concrètement, en fait, c'est que tout va se passer plus lentement. C'est-à-dire que si je me souviens bien, parce que ça revient un peu en arrière, mais c'est concrètement, tout va se passer plus lentement. Donc, pas l'information. C'est-à-dire que les canaux vont pas s'ouvrir à la même vitesse, la transmission des vésicules d'un bout à l'autre du neurone va pas être faite à la même vitesse. Et si tu veux, je peux t'envoyer, il y a des papiers de review entiers sur ça, sur qu'est-ce que ça fait exactement. Parce qu'évidemment, avant d'utiliser une technique, il faut qu'on sache ce qu'elle fait. Voilà un petit peu brièvement en résumé. Ça altère ça ralentit la physiologie du neurone sans pour autant l'altérer, la modifier de manière causale. Voilà. Et du coup, là, super, on a vu que le cerveau il y a des aires cérébrales qui sont allouées à des trucs, mais est-ce que les neurones ont eux aussi une fonction spécialisée? On peut se le demander. Mais pour ça, il faut comprendre ce que c'est qu'un neurone. Parce qu'on n'a pas beaucoup, on n'a pas vu ce que c'est qu'un neurone. Donc là, on va parler, on va de la molécule jusqu'au comportement. Avant toute chose, un neurone, c'est quoi? Un neurone, c'est une cellule. Pour comprendre ce que c'est qu'une cellule, un cellule, c'est un peu comme un ballon. Avec une partie extérieure au ballon, la partie extracellulaire, et la partie intérieure au ballon, c'est la partie intracellulaire, et il y a l'enveloppe du ballon qui constitue du coup cette membrane plasmique, c'est la membrane cellulaire. Donc la partie intérieure, ici on voit, c'est la partie donc, intracellulaire, et là on a la partie extracellulaire. Il se trouve que le neurone, ça appartient à un organisme multicellulaire eucaryote, donc on a un noyau et on a de l'ADN dans ce noyau. Voilà. Il y a également, hop, je vais bouger ça parce qu'en fait ça me gêne, on a également des récepteurs membranaires. Les neurones, en fait, les cellules dans notre organisme, une caractéristique qui est que s'ils ne dialoguent pas avec l'extérieur, c'est un peu comme nous, elles dépérissent. Une cellule qui n'a pas de connexion de récepteurs membranaires actifs avec d'autres cellules meurt. Voilà, c'est un peu tranchant, mais c'est comme ça que ça marche. Et en fait, il y a également des échanges entre l'intérieur et l'extérieur. C'est un peu comme le ballon de basket. Là, on se rend compte qu'il y a un trou qui permet de faire passer des trucs. Et ben là, c'est un peu pareil. J'ai mis un canal ionique parce que c'est ce qui va nous intéresser plus particulièrement dans le neurone. Mais il y a plein de choses. Ça peut être des transports de molécules, d'atomes, de plein de trucs qui peuvent être notamment régis, surtout régis en fait par ces récepteurs membranaires. J'imagine que les biologistes ont plein de trucs à se dire là. Je suis désolé de faire un truc relativement rapide sur ça. Mais du coup, en fait, ces canaux ioniques, là, en l'occurrence, nous permettent d'avoir ce qu'on appelle un potentiel membranaire. C'est qu'en fait, il y a une différence de charge entre l'intérieur et l'extérieur. J'ai oublié de mentionner qu'effectivement, ici, c'est important. Il y a une différence entre les types de molécules, d'atomes, qu'on trouve prioritairement à l'intérieur ou à l'extérieur de la cellule. Et on va voir qu'à l'intérieur de la cellule, on a plus de K+, un mot barbare pour dire potassium, et moins de Na+, mot barbare pour dire sodium, et c'est l'inverse à l'extérieur de la cellule. Donc en fait, ces échanges sont régis notamment par les récepteurs, les canaux ioniques, etc. Bon. Donc, en résumé, une cellule, c'est un neurone, et de fait, il y a une séparation entre l'espace intra et extramembranaire fait par une membrane lipidique, avec une nécessité vitale d'interaction avec d'autres cellules par l'intermédiaire de récepteurs membranaires. Maintenant, un neurone, à quoi ça ressemble? Alors là, on rentre sur un truc un petit peu plus touchy. Je vous avoue que c'est peut-être un peu plus compliqué pour ceux qui n'ont pas un background en biologie. Je pense que c'est le moment où il faut être un peu focus, parce que sinon, vous risquez de perdre des éléments et ça peut être, bon, on pourra poser des questions après, mais ça risque de vous perturber pour la suite. Donc un neurone, avant toute chose, c'est une cellule qui est polarisée. Ça veut dire que le devant n'est pas égal au derrière, concrètement. Et le devant, c'est quoi? Ça peut être ce qu'on appelle la dendrite, qui a des caractéristiques particulières. Voilà.
la dendrite, notamment des caractéristiques, c'est qu'il y en a plusieurs qui peuvent émerger du corps cellulaire. Le corps cellulaire, c'est ce qu'on a vu, hein, c'est le ballon de basket là, et du ballon de basket, il y a des excroissances qui sont donc des dendrites, qui ont des caractéristiques, donc on peut en avoir plusieurs, qui peuvent sortir du corps cellulaire et s'arboriser. L'influx électrique, on va parler de l'influx électrique, hein, je vous détaillerai tout ça après, mais l'idée c'est qu'en fait l'information dans le neurone se transmet d'un bout à l'autre par l'intermédiaire des mouvements de charge, et en fait l'influx électrique décroît lorsqu'elle parcourt un dendrite. Donc si un bout du dendrite ici est stimulé, l'information va grave décroître en arrivant ici. Alors que du coup, une stimulation qui a lieu très très proche du corps cellulaire va avoir une conséquence beaucoup plus importante. Sensiblement, on va avoir quelque chose qui va avoir un impact très fort sur la polarité de la cellule. Donc ça, c'est donc le dendrite. L'autre côté, qui est hyper important, c'est l'axone. L'axone a d'autres caractéristiques, notamment qu'il y a un seul axone qui sort du corps cellulaire, très important. Il y a un seul axone qui sort, qui après peut s'arboriser, hein, il n'y a pas de problème, il y en a un seul qui sort. L'influx électrique, lui, il reste constant. C'est-à-dire que l'axone, il peut faire 25 mètres de long. En soi, l'information électrique au début, ce qu'on appelle le potentiel d'action, c'est le même au début de l'axone et à la fin de l'axone. Idem. Alors, si vous avez une dendrite qui fait 25 mètres de long, si vous stimulez d'un côté, bon courage pour enregistrer quelque chose à la fin. Ensuite, c'est du tout ou rien. C'est-à-dire que je vais revenir un petit peu plus précisément sur ce tout ou rien, mais c'est que l'information, elle est binaire. L'information donnée par le neurone, c'est soit 1, soit 0. Soit quelque chose, soit il n'y a rien. Mais il n'y a pas de modulation. Contrairement aux dendrites, où effectivement, ça va être plus ou moins, c'est vachement plus modulable. Et la gamme de myéline. La gamme de myéline, j'en parle, c'est ce qui donne cette couleur blanche à la substance blanche. Dans le cortex, c'est de la graisse, en fait. Et ça permet à l'information électrique d'aller beaucoup, beaucoup plus rapidement d'un bout à l'autre de l'axone. Un truc qu'on m'avait dit en L2, je sais absolument pas si c'est vrai, mais je trouve ça relativement parlant, c'est vous prenez je crois que c'était les diplodocus, là, les dinosaures avec ces super longs coups, vous le tapez au bout de sa queue, si l'axone n'est pas myélinisé, il faudra 48 heures à faire l'aller-retour d'un côté à l'autre. Je sais absolument pas si c'est vrai, mais je trouve ça relativement parlant. La myéline fait que vous tapez dans sa queue, et dans la demi-seconde, vous prenez un coup, quoi. Et la myéline permet vraiment une accélération extrêmement forte de la transmission de l'influx électrique d'un bout à l'autre du neurone. Et un neurone, en vrai, ça ressemble à quoi? Là, je vous parlais d'un deuxième mec que j'adore. Moi, il y a eu Damasio et il y a eu Santiago Ramón y Cajal. Prix Nobel 1906. Et franchement, quand vous lisez les raisons pour qu'ils aient son prix Nobel, il y a au moins 6 des prix Nobel. Il a fait des dessins extrêmement précis, mais genre tellement précis qu'il y a des fois, on a cru qu'il avait fait des erreurs, mais en fait, on s'est rendu compte que c'était des cas hyper particuliers qu'on n'avait jamais observés et qu'on a redécouvert plusieurs décennies plus tard. Ici, j'imagine que vous reconnaissez, donc là, c'est un peu difficile à voir, donc j'imaginais non, parce que, c'est le truc depuis 10 ans, depuis 5-6 ans, donc je connais un peu les trucs, mais donc là, on a le corps cellulaire ici, donc là, on a plusieurs dendrites qui émergent du corps cellulaire et qui vont s'arboriser. Hein. Donc là, ça foisonne. Imaginez un petit peu un arbre. Donc vous avez le corps cellulaire, les branches qui ont donné les dendrites, et on a un seul tronc, on a un seul axone. Mais cet axone-là, il peut donner des racines. Et ces racines, c'est la division de l'axone, en fait. Et là, on voit très très bien que l'axone il y a un seul axone qui descend, mais il va se diviser. Ça, c'est juste un dessin que je trouve absolument magnifique. Il y a même un bouquin qui est superbe que j'ai là, qui s'appelle The Beautiful Brain, et c'est un recueil de dessins de Santiago Ramón y Cajal. Voilà, mais un neurone, en vrai, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Donc là, vous voyez un neurone, et là, il y a une petite particularité, c'est un zoom. Et un truc que je vous ai pas dit, c'est qu'en fait, on peut savoir si c'est un axone ou une dendrite. Vous allez me dire comment c'est possible. Enfin, je veux dire, c'est un tube. Et c'est parce qu'en fait, ce petit tube-là, il y a des petites excroissances. Je sais pas si vous les voyez. Ce qu'on appelle ce qu'on appelle des épines dendritiques. Ces épines dendritiques, c'est l'endroit où un axone N l'axone d'un neurone, va toucher
un dendrite d'un autre neurone. Si bien que ça va permettre d'activer le neurone suivant, ou l'inhiber, ça dépend de la synapse. Et donc, c'est ce qui nous permet d'identifier un dendrite. Un axone n'a pas d'épine dendritique, par définition. Et là, c'est une photo, pour la petite histoire, c'est moi qui ai pris la photo, c'est des rétines de souris. Donc là, toutes les taches jaunes que vous voyez sur cette photo-là, donc voilà, micromètres, c'est minuscule, ce qu'on appelle des cellules ganglionnaires de la rétine. Et ici, il n'y a pas que ça, on se rend compte qu'il y a des trucs un peu plus étoilés. Et ces étoiles, à quoi ça correspond? Et ben en fait, ça correspond aux autres cellules qu'on a dans le cerveau. Parce que oui, le cerveau est constitué de neurones. Bon, jusque-là, je vous apprends rien, mais il n'y a pas que ça. À peu près, il y a plusieurs centaines de millions de cellules dans le cerveau et 50% sont des neurones. Les autres, c'est par exemple des astrocytes. Et en l'occurrence, cette forme étoilée est caractéristique des astrocytes. Un astrocyte est responsable de quoi? Il est responsable de la physiologie, du bon fonctionnement du neurone, de la physiologie du neurone. Il va lui permettre de l'alimenter, etc. La recapture de neurotransmetteurs quand on a trop, etc. Dans la fente synaptique, ce genre de choses. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des cellules du système immunitaire qui sont particulières au système nerveux, mais il y a aussi, comme on l'a vu ici, des cellules de Schwann. Leur job, c'est de produire de la myéline pour enrober le neurone. Et là, vous allez me dire, super, mais à quoi ça sert la myéline? Parce que bon, c'est de la science cognitive, je vois pas bien le sens, ne pas de myéline en science cognitive. Et c'est que par exemple, il y a des pathologies associées et on connaît assez mal l'interaction, mais il se trouve que dans la sclérose en plaques, par exemple, il y a systématiquement une démyélinisation. C'est-à-dire qu'il y a des neurones trop faiblement myélinisés. Donc, il y a une conséquence directe de la myéline sur la physiologie d'un individu. On a vu que le nombre de neurones jouait, on a vu qu'il y en avait trop, pas assez, mais comment est le neurone en lui-même, il y a aussi quelque chose. Donc voilà. Donc, hop, le signal chimique. La formation d'un neurone à l'autre se fait par un signal chimique. Ce signal chimique, alors, pas que en fait. La plupart, c'est ce qu'on appelle c'est des synapses chimiques, mais ça peut être des synapses électriques, mais il y en a beaucoup moins, donc je vous en parlerai pas là. Mais la plupart, donc, ce sont des synapses chimiques, donc on va avoir un neurone présynaptique. Comme on peut le voir ici, donc c'est l'axone en présynaptique, qui va libérer des neurotransmetteurs dans ce qu'on appelle la fente synaptique. C'est un tout petit espace qui y a entre deux neurones, entre un axone et une dendrite, et qui va être récupéré, donc qui va se coller à des récepteurs, ici en rouge, donc c'est pour ça que les récepteurs étaient hyper importants au début. Au niveau des récepteurs du neurone post-synaptique, donc au niveau de la dendrite de manière générale, parce que la plupart des synapses sont axodendritiques, d'un axone vers une dendrite, on a aussi de l'axo-axonique, etc. L'axosomatique, on a plein de choses, mais la plupart des cas, c'est axone-dendrite. Et cette stimulation en fait de ces récepteurs va provoquer une modulation de l'activité des canaux ioniques, provoquant une modulation du potentiel membranaire, donc induisant ou non une activation du neurone. Mais comment est-ce que l'information se transmet d'un bout à l'autre du neurone? Elle se fait par l'intermédiaire d'un signal dit électrique. Donc l'information passe depuis la dendrite vers l'axone, en conditions physiologiques. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas provoquer artificiellement autre chose, mais de manière physiologique, dans un seul sens. Pour plein de raisons, on pourra vous expliquer en question après si ça vous intéresse par mail. Et qu'est-ce que c'est? Donc, comme je vous disais, lorsqu'un neurone arrive, ça va stimuler une dendrite. Et donc là, on peut voir qu'il y a une sommation dite temporelle et spatiale des afférences dendritiques. C'est plein de mots compliqués pour dire qu'en fait, si on va avoir une inhibition, un neurone qui va inhiber ce neurone-là, ça va un peu inhiber le corps cellulaire, mais si en même temps, il y a un autre neurone, enfin, une autre dendrite qui reçoit une afférence inhibitrice, ça va plus inhiber notre neurone. Mais si une sommation dite temporelle, c'est-à-dire que par exemple, si on reçoit toujours une inhibition de ce côté-là, que le temps passe un petit peu, pas beaucoup, on parle d'une cellule, et qu'il y a une afférence excitatrice qui arrive, qui va exciter notre neurone, donc chercher à provoquer un afflux électrique dans l'axone,
Et ben, si c'est suffisamment proche de la première stimulation inhibitrice, ça va diminuer la probabilité pour que ça, pas la probabilité, mais ça va diminuer les chances que l'axone s'active. Mais si jamais il y a suffisamment d'afflux excitateur, on va dépasser ce qu'on appelle un seuil qui a provoqué un potentiel d'action. Un potentiel d'action, c'est super, c'est tout simplement des modulations des atomes de part et d'autre de la molécule qui vont permettre, comme on le voit ici, une modification du potentiel de membrane. C'est plein de mots compliqués pour dire que la cellule passe de négatif à 0 à positif, de positif à 0 à négatif, à très négatif, pour revenir à négatif normal, grosso modo. Et c'est ce potentiel d'action, ça que je dis, c'est du tout ou rien. C'est-à-dire que soit on a un potentiel d'action qui est hyper stéréotypé. Un potentiel d'action, c'est un potentiel d'action. Il y en a pas, enfin, il y en a plusieurs types, mais notre neurone, il en fait un, il a une signature. Et il n'y a pas de plus petit potentiel d'action s'il y a moins de stimulation. Non, on dépasse le seuil potentiel, on ne dépasse pas le seuil, pas de potentiel, fin du débat. Et l'information va à toutes les sorties axoniques. Voilà, comme je disais ici, sommation, on y va. Là, pourquoi je vous montre ça? C'est pas pour faire du name dropping, c'est pour vous dire que ça a des conséquences qui sont extrêmement fortes en neurosciences. Pourquoi? Parce que ce potentiel d'action, là, je vous l'ai résumé en 5 secondes, ça a ramené un prix Nobel à des gars. Ça a ramené en 1963, ça a ramené à Hodgkin et Huxley qui avaient pris un neurone de calamar géant, ils ont pris un neurone, c'est énorme. Enfin, nous, on a vu que c'est plusieurs micromètres. Un micromètre, ça fait, le micromètre est au millimètre, ce que le millimètre est au mètre, si vous voyez un peu l'idée. C'est tout petit. Là, l'axone géant, il est presque visible à l'œil nu, quoi. C'est énorme. Et du coup, ils ont travaillé avec lui, ils ont décrit ces camps d'action, ça leur a ramené un prix Nobel. Ici, je vais vous montrer une vidéo, c'est hyper rapide parce que malheureusement, on est complètement en dehors du temps, mais je vais juste vous la montrer parce que moi, je trouve ça absolument magique. C'est l'expérience de Huber et Wiesel sur des neurones visuels. Ces neurones qui s'activent. Voilà. Je sais pas si vous entendez ou pas le son de ma vidéo. Est-ce que je peux avoir un petit retour? Ouais, peut-être que tu mettes la vidéo d'abord. Là, vous l'entendez ou pas? Non, Non, t'as rien? non. Ah, flûte. Ah merde, c'est dommage. Parce que... Ah putain, c'est vraiment étrange. De toute façon, Elliot, on essaiera de la remontrer dans un Ouais, cours. de toute façon, on est à Parce top. que- Mais bref, ce qui est dingue, c'est que chaque petit truc, c'est un neurone, et je trouve ça absolument magique, quoi. C'est... Enfin, ça me fout les larmes aux yeux. Et on a aussi, donc bon, effectivement, avec François, vous en parleront beaucoup plus, notion de champ récepteur et ce genre de choses. Et là, on a aussi un prix Nobel en 2014 sur l'hippocampe. L'hippocampe, c'est très souvent associé à la mémoire, mais il n'y a clairement pas que ça. Malheureusement, on n'a pas le temps, je vous en parlerai après. Donc voilà, un petit récapitulatif de à quoi ça sert, enfin d'un neurone. Donc il y a un signal chimique au travers de synapses. Il n'y a pas que des neurones dans le cerveau. L'information dans un neurone se fait au travers d'un signal électrique. L'information va plus vite grâce à la myéline. Donc voilà, on peut voir ici une afférence, là on a la synapse, comme on voit ici, afférence excitatrice ou inhibitrice qui passe dans l'axone. Là, on passe sur la notion de réseau qui est hyper importante. Promis, je l'ai fait super vite, François. J'adore cette étude, elle me fait beaucoup rire. Là, c'est chez des patients épileptiques, c'est chez des êtres humains. L'idée, c'est qu'en fait, on a montré à ces gens des photos de plein de gens, et notamment de Jennifer Aniston. C'était dans la grande époque de Friends. Et en fait, c'est qu'il y a des neurones qui vont répondre hyper spécifiquement à Jennifer Aniston. C'est-à-dire, vous leur montrez un basketteur, rien à foutre. Vous leur montrez d'autres actrices, rien à faire. Vous leur montrez New York, Pise, Paris, rien à faire. San Francisco, rien. Une araignée, ça répond pas. Vous leur montrez Jennifer Aniston, le neurone, il est à fond. Par contre, vous lui montrez Jennifer Aniston avec son copain, il répond mais un peu moins. Est-ce que le neurone ressent la jalousie? L'histoire ne le dit pas. Mais toujours est-il qu'il spike un petit peu. Du coup, on a envie de se dire, ok, super, le neurone, il est hyper spécialisé, c'est une information de dingue. Ouais, mais non. Ouais, mais non. C'est-à-dire que là, on va arriver sur un paradoxe que j'aime énormément, qui s'appelle le paradoxe du tas de sable. L'idée, c'est que combien il faut de grains de sable pour faire un tas de sable? Mais il en faut un? Non. Il en faut deux non plus. Il en faut 5? Bah non, ça n'est pas un tas. Pourtant, il arrive un moment, vous allez les ajouter, ça va faire un tas. Mais si vous retirez un grain de sable à ce tas, c'est toujours un tas.
il faut retirer combien de neurones pour supprimer la fonction? Il faut combien de neurones pour avoir une fonction? Ben, c'est exactement ça en fait. Et en fait, c'est pas un neurone qui va coder pour une information. Là, le neurone Jennifer Aniston, celui qui s'allume dans tous les sens quand on lui montre Jennifer Aniston, on appelle aussi le neurone grand-mère. Le neurone s'active que quand on voit notre grand-mère. Des gens, on les a fait parce qu'on la voit hyper souvent, c'est un truc hyper connu. Pour nous, je veux dire. Mais on retire ce neurone, on la reconnaît toujours notre grand-mère. Il faut retirer combien pour plus la reconnaître? Et là, en fait, c'est le réseau qui va nous le dire. Combien de neurones on a? Le neurone, il code pas une fonction. Le neurone, il rentre en compte dans plein de processus différents. Donc, effectivement, je crois qu'il s'est passé un moment, c'est neurons that fire together, wire together. C'est les neurones qui s'allument ensemble, se renforcent entre eux. Donc, on va renforcer des réseaux. Plus on utilise un réseau, c'est le principe de l'apprentissage finalement. Et finalement, c'est le réseau qui va encoder pour une fonction, et pas le neurone en lui-même. Et là, pour ceux qui ne sont pas mathématiciens, informaticiens, ça, c'est ce qu'on appelle un réseau de neurones, cette représentation-là, en mathématiques, en informatique. Je vous laisse méditer là-dessus, et je laisse la main à François. Tu peux partager tes slides, François? Est-ce que je peux te demander de les partager en fait? Ah non, attends. Oui, je peux, il n'y a pas de problème. Pardon, je t'ai pas prêt, je pensais que tu avais encore une ou deux slides. Ah non, je vois qu'il est 10, là, fallait que... Après, je peux parler, hein. C'est que si tu me lances sur les réseaux, les neurones de grand-mère, les machins, moi, je parle pendant 10 jours. Hein. En plus, j'ai pas décrit ce que c'est qu'une play sales, là, c'est bon, je suis parti pour 20 minutes. Hein. Non, Si des head direction sales, leur rôle, en fait, c'est de définir dans quel sens tu regardes. Il y a aussi des cycles de grille, donc c'est bon après. Non, vas-y. Je suis prêt, mais il y a une question avant que je me lance de sa mère. C'est juste le nom du paradoxe que tu as. Enfin, tu peux peut-être l'écrire dans la conversation. Ouais, c'est le paradoxe du tas de sable. Je sais pas si vous pouvez le trouver. Comment t'écris ça? T-A-T? Tas de sable? T-A-S. T-A-S? Ouais. Dyslexie quand tu nous tiens. Voilà. Donc moi, je vais vous parler pendant une dizaine de minutes de deux techniques qui sont utilisées dans neurosciences cognitives, donc pour essayer de comprendre les fonctions du cerveau, qui sont l'électroencéphalographie, donc l'EEG et l'IRM. Donc là, vous pouvez voir sur ce magnifique bébé un bonnet d'électroencéphalographie, d'EEG, qui en fait va mesurer l'activité électrique de son cerveau. Donc on fait que mesurer, il n'y a pas de stimulation, c'est une mesure au niveau du scalp. L'électroencéphalographie, c'est une technique qui est en fait assez ancienne. Elle aurait été découverte en 1924 par Hans Berger, un physiologiste allemand, qui lui en fait avait trouvé que quand les personnes fermaient les yeux ou s'ennuyaient sur la partie antérieure de leur scalp, donc à l'arrière de leur crâne, les électrodes montraient ce qu'on appelle des ondes alpha. Donc les ondes alpha, c'est des ondes entre plus ou moins 8 et 12 ou 13 Hz. Donc 8 ou 12 répétitions de l'oscillation par seconde, qui en fait sont assez facilement visibles sur le signal électrique de l'EEG. François, excuse-moi, Oui. du coup, on n'a pas écrit ce que c'est qu'une oscillation. C'est juste qu'en fait, c'est un signal d'une population de plein de neurones. C'est-à-dire que je vais montrer un spike, quand il y a plein de neurones qui spikent ensemble, c'est une oscillation. Je vais parler après de où ça vient, mais là, pour le moment, j'explique simplement donc, ce qu'on observe sur le scalp. Donc, d'où est-ce que ça vient? Quelle est la source en fait de ce signal électrique? Donc, fatalement, évidemment, ça vient du cerveau parce que c'est ça qui nous intéresse. En tout cas, on l'espère. Hein, c'est toujours possible de mesurer un autre signal électrique, mais dans ce cas-ci, ce qu'on essaie de mesurer, c'est le signal du cerveau. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on va pas mesurer l'activité d'un seul neurone. Un neurone, c'est petit, ça va pas ça va pas avoir un gros voltage. Donc, ce qu'on va mesurer, c'est les neurones dans le cortex cérébral qui sont en fait alignés. Et donc ça correspond à certaines cellules qu'on appelle les cellules pyramidales qui sont dans le cortex cérébral et qui vont généralement être alignées d'une façon ou d'une autre. Donc ça va dépendre un peu des circonvolutions dont parlait Elliot au début de ce cours. Et en fonction du signal qu'elles vont traiter,
elles vont avoir différents types elles vont avoir, pardon, je me perds un petit peu. Elles vont avoir un signal qui va pouvoir s'additionner. Donc l'idée, c'est que si il y a plein de cellules l'une à côté de l'autre qui ont le même signal avec peut-être plus de négativité en haut de leur dendrite et plus de positivité en dessous, en fait, ce signal électrique, il va s'additionner dans les dendrites. Donc ce qu'on mesure, c'est pas les potentiels d'action, c'est ce qu'on appelle des courants postsynaptiques dans les dendrites. Et tous ensemble, ça va former ce qu'on appelle un dipôle, qui est donc une charge électrique qui va pouvoir être captée par l'électrode là au niveau du cerveau, ou les différentes électrodes. Ce signal, c'est important de le dire, il va pas être pur, entre guillemets, il va être diffusé par les différentes surfaces qu'il y a entre le cortex et l'extérieur. Donc le scalp, la matière dure, durater, c'est comme ça qu'on dit, le crâne. Et tout ça va rendre le signal un peu corrompu, un peu diffusé, mais on peut quand même capter l'activité de ces sources dans le cortex. Et dans une première application qu'on a à ça, on peut simplement, comme Hans Berger, regarder différents types d'ondes. Et donc, ces différents types d'ondes, elles sont définies par leurs oscillations. Oui, Elliot m'a corrigé en disant que c'était la Durmer en français. Et donc, ces différentes oscillations, elles sont qualifiées de façon plus ou moins arbitraire avec ces lettres grecques que vous pouvez voir à l'écran. Je vais pas nécessairement vous donner leur rôle parce que ça dépend où on les observe. Donc, je parlais par exemple des ondes alpha qui étaient sur la partie antérieure, plutôt autour du cortex occipital. Différentes ondes peuvent avoir différents rôles, particulièrement chez les personnes éveillées, mais par exemple, des ondes plus lentes, comme les ondes θ ou delta, vont être observées un peu partout à la surface du crâne chez des personnes qui sont dans un sommeil profond. Une autre application, c'est de regarder ce qu'on appelle des potentiels évoqués. Donc, pour vous expliquer ce que c'est les potentiels évoqués, je vais vous prendre un exemple de paradigme classique utilisé en sciences cognitives, qui est le paradigme oddball. Donc là, par exemple, dans une tâche, la personne va être exposée à toujours le même son, par exemple un son grave, qui va être répété qui va être répété plusieurs fois, et puis de temps en temps, exposée à ce son qu'on appelle un oddball, qui est donc un son aigu, par exemple ici. Et en fait, le cortex auditif va répondre différemment à ce son, parce qu'il y aura un effet de surprise. Comme il est moins commun, ce son va ressortir et ça va automatiquement créer une certaine activité. Mais cette activité, si on regarde juste le signal électroencéphalographique en soi, on ne peut pas l'avoir directement parce que le signal, il est juste trop bruité. Non seulement par des influences extérieures ou alors par en fait d'autres activités, d'autres sources dans le cerveau qui vont rendre ça assez difficile de capter ce signal. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre plein d'essais ensemble et on va les moyenner. Après avoir passé certains filtres également, ça j'en avais pas parlé, mais certains filtres pour enlever le bruit extérieur. Et donc, si on met par exemple une centaine d'essais ou plusieurs dizaines d'essais ensemble, on va trouver cette négativité. Alors, faut faire attention ici, la négativité, elle est plotée vers le haut. C'est une tradition que je ne m'appliquerai pas à défendre. Et en fait, ça va créer cette onde qu'on appelle la mismatch negativity, qu'on peut observer par exemple ici sur une électrode à l'avant du cerveau. Et ça nous montre deux trucs. C'est déjà que on a, en fait, grâce au fait qu'on mesure directement l'activité électrique du cerveau, on a une réponse très rapide. Si on a un bon échantillonnage avec notre EEG, on peut avoir une bonne idée de quand cette activité a lieu. Par contre, on a une bien plus mauvaise idée de où ça se passe, où est la source de cette activité. Donc, c'est là où je voulais en venir, c'est l'EEG, ça nous permet d'avoir une mesure qui est très précise dans le temps. Si on traite nos signaux correctement, on peut avoir une idée du moment précis de l'activité cérébrale. Par contre, dans l'espace, on ne l'est pas parce que différentes activités dans différents endroits du cortex vont pouvoir créer la même activité qu'on va capter, activité électrique qui serait captée sur le scalp du participant. Donc, c'est cool si on veut regarder des questions plus sur le temps, à quel moment une activité a lieu. Par contre, si on veut regarder quelle région crée cette activité, on peut, avec certaines contraintes de certains modèles, avoir une idée de ce qui se passe, mais on n'est jamais sûr et on n'a quand même pas une grande précision sur l'endroit où ça se passe. Et donc là, c'est pour ça que j'en viens à l'imagerie par résonance magnétique, donc l'IRM, qui nous permet alors d'avoir une meilleure résolution spatiale.
Donc, l'IRM, vous en avez sûrement déjà entendu parler. Voilà une photo d'un IRM classique, ou une image plutôt. Et en fait, l'IRM, ce que ça va faire, c'est on va profiter des connaissances qu'on a en résonance magnétique pour regarder le comportement de certaines parties du cerveau ou parties du corps une fois qu'on aura mis la personne sous un certain champ magnétique. Je ne vais pas rentrer dans les détails déjà parce que je suis pas du tout un expert de la physique de l'IRM et que c'est très compliqué. Et puis en plus, on n'a pas le temps. Mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter à ce niveau-là. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on peut faire par exemple des IRM anatomiques. Donc ça, c'est assez classique. C'est par exemple, c'est à peu près le même principe que de faire un IRM du genou, par exemple, ou une autre partie du corps. On peut le faire pour le cerveau. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les différentes régions du cerveau ou autour du cerveau vont répondre différemment au champ magnétique qui sera envoyé dans l'IRM parce que les molécules d'hydrogène, en fait, ce qu'on va mesurer, c'est le rétablissement des molécules d'hydrogène après avoir une perturbation magnétique. Et différents tissus vont avoir différents contenus en hydrogène. Et donc, s'il y en a plus ou moins, ça va se rétablir d'une façon différente. Et on va pouvoir mesurer ça. Et donc, c'est pour ça qu'ici, on peut faire un contraste très clair. Par exemple, vous voyez ici avec le, 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 le crâne, pardon, ou le cerveau, différentes zones du cerveau. Donc, par exemple, la matière blanche, la matière grise, on peut voir un peu la différence. Et puis aussi le liquide céphalorachidien, je ne me trompe pas, ici en noir. Mais nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est plutôt l'IRM fonctionnel, qui va pouvoir nous montrer quand des zones du cerveau sont activées et quand elles ne le sont pas. Donc, vous avez sûrement déjà entendu parler de ça, vous avez sûrement déjà vu des images comme celle-ci où on vous dit littéralement le striatum s'allume quand le patient prend cette décision. Bah, c'est pas vraiment ce qui se passe, c'est pas du tout aussi simple que ça. Mais c'est vrai qu'on peut avoir une notion de qu'est-ce qui se passe à un endroit précis. Mais ce qu'on mesure, c'est une mesure très indirecte. Donc, cette image, je vous l'ai mise. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est surtout pour vous montrer qu'en fait, c'est assez compliqué. Ce qu'on mesure, en fait, c'est pas du tout l'activité cérébrale. C'est pas comme le EEG où on mesure l'activité électrique. Ici, ce qu'on mesure, c'est un truc un peu différent. Donc, on mesure pas les molécules d'hydrogène comme dans l'IRM anatomique. Ce qu'on mesure, c'est la quantité d'oxygène qu'il y a dans chaque région du cerveau. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que cette quantité d'oxygène, elle va changer en fonction des besoins d'une région cérébrale suite à certains événements qui vont se passer autour de cette région. Donc, par exemple, disons qu'on va avoir deux conditions et il y en a une qui va stimuler la région A et une qui ne va pas la stimuler, enfin, qui va faire appel aux neurones de la région A et une qui va pas faire appel à ces neurones. Et en fait, le fait que les neurones vont être utilisés, l'activité de ces neurones va utiliser de l'énergie. Et donc cette énergie va faire, le fait que cette énergie va être utilisée, il va y avoir une information qui est envoyée au système capillaire qui va dire il faut plus d'oxygène pour cette région. Donc intrinsèquement, ça veut juste dire qu'on a pas mal d'hypothèses. On se dit oui, il y a cette réponse, il y a plus d'oxygène là-bas et on peut mesurer ça. Et donc on se dit que cette région était active. Et c'est ce qu'on appelle la réponse hémodynamique ou encore le signal Bolt. Voilà, donc c'est assez indirect, mais ça nous permet de voir certaines choses. Alors, l'avantage de l'IRM, c'est que c'est très précis dans l'espace, enfin relativement précis. On peut dire oui, ce système capillaire là-bas a été recruté par cette condition. Par contre, ça ne l'est pas dans le temps. Ça va prendre du temps entre le moment où il y a l'activité cérébrale, plusieurs secondes, et le moment où il y aura ces changements au niveau de l'oxygène. Et donc, c'est pour ça que je vous ai mis cette image où il y a plein de trucs que vous connaissez pas de nouveau. Mais vous pouvez voir ici, donc l'idée, on a la résolution spatiale, donc la capacité de voir précisément dans l'espace sur l'axe des X. Et sur l'axe des Y, vous avez la résolution temporelle. Et vous voyez que ici, le EEG, par rapport à d'autres techniques, permet d'avoir une haute résolution temporelle, tandis que l'IRM
c'est à une résolution temporelle plus basse, mais une plus haute résolution spatiale. Et puis, il y a d'autres techniques qui, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me poser des questions à ce sujet-là. On mettra aussi plus d'infos, qui tombent un peu entre les deux ou qui permettent de mesurer d'autres choses. Voilà, c'est tout pour moi. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions ou si, Elliot, tu voulais peut-être ajouter quelque chose encore. Moi, j'ai encore un truc à partager, ouais. Ouais, bah J'ai vas-y. encore des. Ouais. Enfin, ceux qui avez des questions pour François, hein, évidemment, lâchez-vous. Hein. C'est l'idée aussi. Hein. Bon, de toute façon, on est quasiment à la fin. Vous voyez bien mon screen, c'est bon, François? Ok. Donc, je vais vous présenter un truc hyper rapide parce qu'il nous reste 5 minutes, mais ça me tient beaucoup à cœur, notamment parce que c'était mon sujet de stage. C'est la Deep Brain Stimulation. C'est l'idée, c'est qu'en fait, François vous a présenté un truc qui est hyper intéressant, c'est l'IRM et c'est le G. C'est des enregistrements électrophysiologiques de patients ou de participants sains, non invasifs, donc on rentre pas dedans, quoi. Ça n'a rien à voir avec ce que je vous ai montré avec l'oiseau tout à l'heure. Là, c'est des trucs qui sont invasifs. Là, c'est-à-dire qu'on va avoir des patients, notamment les patients TOC et les patients parkinsoniens. On va leur mettre une électrode très profondément dans le cerveau au niveau des structures sous-corticales. Donc, comme je vous le disais, c'est les ganglions de la base, c'est les structures qui sont en dessous du cortex et notamment au niveau des noyaux subthalamiques, je rentre dans des termes, mais voilà, qui vont soigner Parkinson et les TOC. C'est-à-dire qu'il y a des patients parkinsoniens, ils sont caractérisés par ce qu'on appelle des mouvements des mouvements de repos, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à rester comme ça, ils vont trembler. Et en fait, on s'est rendu compte que si on stimule d'une certaine façon à un certain endroit des ganglions de la base, de ces noyaux subthalamiques, ce qu'on appelle le STN, on va arrêter ce tremblement. Il y a des images époustouflantes sur Internet, des gens qui tremblent, ils ont une télécommande, on active les stimulations, ça de trembler. C'est complètement dingue. Et l'idée, c'est vraiment, c'est qu'en fait, on peut du coup, et les patients TOC, c'est pareil. Moi, j'avais un patient, enfin pas moi, mais les personnes qui m'ont amené, avec qui j'ai travaillé, il y avait quelqu'un qui vérifiait sa boîte aux lettres 10 heures par jour. Il passait 10 heures dans la journée à aller vérifier que sa boîte aux lettres était bien vide. Ça peut être extrêmement handicapant, un TOC. Et en fait, on s'est rendu compte que lorsqu'on stimule un petit peu plus à l'intérieur de la même structure, le STN, on peut arrêter les TOC. Donc d'un point de vue thérapeutique, c'est complètement dingue, enfin, c'est absolument miraculeux. Enfin, c'est pas miraculeux, ça s'explique parfaitement, mais enfin, moi, je trouve ça génial, quoi. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va remettre une électrode dans le cerveau. Il y a un petit pacemaker là, on peut voir ici, qui en fait va permettre de stimuler l'électrode. Mais entre l'implantation de l'électrode et le raccordement au pacemaker, il y a quelques jours qui se passent. Et pendant ces quelques jours, il y a des chercheurs, des étudiants comme moi, qui sont des bébés chercheurs, on va se brancher à ce câble qui ressort et les gens, ils sont hyper heureux de faire des tâches avec nous. Ils font des tâches cognitives pour nous permettre de comprendre en neurophysiologie ce qui se passe dedans le cerveau sans avoir à passer par la MEG ou l'IRM ou le G, des choses comme ça, des mots barbares pour dire qu'on presse le cortex, quoi. Voilà. Il y a plusieurs choses qui sont possibles, notamment. Ouais. Il y a juste une question sur la signification de ESTM et de noyau sous-thalamique. Je pense juste brièvement, ça vaut le coup de. STM, c'est subthalamic nucleus. Et noyau subthalamique, c'est qu'en fait, tu as le cortex, tu as des structures sous-corticales. Dans ces structures sous-corticales, tu as ce qu'on appelle le striatum. Et sous le striatum, tu as les noyaux c'est dessous, les noyaux subthalamiques, sous le thalamus, du coup. Donc, j'ai pas eu le striatum, mais en fait, c'est noyau subthalamique. Concrètement, c'est plein de mots barbares pour dire que c'est pas le cortex. Si vous avez un truc à retenir. Et en fait, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Je sais pas si j'ai répondu à la question, j'espère que oui, mais je vais assez vite parce qu'on est vraiment au bout et je te répondrai plus complètement après si tu veux. Pardon, je t'ai tutoyé. Bref, on peut donc utiliser des macroélectrodes. Donc là, typiquement, ce qu'on voit ici, c'est une macroélectrode, hein, c'est un beau bébé qui va permettre d'enregistrer des signes de population, ce qu'on appelle des LFP, des Local Field Potential. En français, ça fait des champs de potentiel locaux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une information électrique d'un très grand nombre de neurones. Et on peut l'enregistrer. Typiquement, ça a cette tête-là. Hein. Mais donc là, on peut donc enregistrer plein de neurones à la fois, c'est des populations. On ne peut pas avoir du neurone unique, par contre, avec les techniques-là. Par contre, quand les patients, on va les implanter, que ce soit Parkinson, TOC, etc., on peut aussi leur mettre ce qu'on appelle des micro-électrodes. Pardon, je parle vite, mais c'est la fin. Des micro-électrodes, en fait, permettent de localiser un petit peu la zone qu'on veut implanter et nous permettent, c'est des plus petites électrodes, plus précises,
qui ne stimuleront pas le patient, qu'on va retirer post-chirurgie et qui permettent en fait d'enregistrer, faire ce qu'on appelle du single unit, c'est-à-dire enregistrer des cellules uniques. Et moi, je travaille par exemple sur une tâche de décision et de jugement de sa décision chez des patients TOC, donc je travaille donc avec des LFP, avec des macroélectrodes, mais le thésard juste avant moi, il avait enregistré dans ces mêmes noyaux, donc très profondément dans le cerveau, il avait travaillé avec des cellules uniques, s'il vous plaît, quoi, c'est complètement hallucinant. C'est juste pour dire que c'est une technique qui existe. On travaille aussi beaucoup avec notamment des épileptiques, les patients épileptiques. Pour localiser la zone de l'épilepsie, on va les implanter avec des microélectrodes pour un petit peu repérer la zone de l'épilepsie. Ils restent plusieurs jours à l'hôpital, continuellement enregistrés, mais ils n'ont pas des crises épileptiques tout le temps. Donc entre plusieurs crises, on peut les enregistrer. Avec leur consentement, ils sont hyper heureux de nous aider en général. Voilà, j'ai un petit peu dit tout ce que j'avais à dire d'un point de vue purement académique. Et je voulais conclure sur voilà, la bibliographie qu'on a utilisée. Vous avez tout ici. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Je voulais conclure sur un grand merci parce que certes, c'était énormément de travail avec François et les 8 autres enseignants et enseignantes. On est dessus depuis la milieu du second semestre dernier. Mais sans élèves, il n'y a pas de prof. Et donc, on voulait sincèrement vous remercier de votre curiosité, de votre intérêt pour notre discipline, de votre intérêt pour les sciences cognitives et pour la science en général. Et donc, au nom de toute l'équipe, un merci du fond du cœur de nous suivre. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, c'est complètement open. Merci beaucoup. Oui, juste pour dire, en fait, Elia, je pense qu'on avait oublié de remettre les slides sur le Google Drive. On va les remettre. Non, ça y est. Ah, non, mais ça y est. Hein. Moi, je les ai mis. Non, je pense que tu vérifieras, elles y sont plus. Mais on peut en reparler après. Voilà. Donc, je pense, moi, je pense qu'on peut rester 2-3 minutes si vous voulez avoir des questions, mais n'hésitez pas à partir. S'il y a des gens qui ont des questions sur ce dont on a parlé tout à la fin, on peut en parler là brièvement 2-3 minutes. Mais sinon, n'hésitez pas à y aller parce que il est déjà 8h30. Voilà. Merci beaucoup. On arrête l'enregistrement du coup? Oui, il faut arrêter l'enregistrement. Je l'arrête.